L'invention de l'alambic et du principe de la distillation date de 1000 ans. C'est aux Arabes que nous la devons. Les premiers alambics servirent à fabriquer le fard à paupières connu sous le nom de kol. Curieusement, quand les Arabes commencèrent à distiller le vin, ils donnèrent le même nom au produit obtenu, al-kol, la chose subtile. Plus tard, au XIIIe siècle, les alchimistes développèrent la science de la distillation. Pour eux, l'alcool était la première étape vers l'élixir de la vie éternelle. C'est de là que lui vient cette dénomination d'eau de vie. D'accord. Mais c'est un secret. Héritier d'une tradition centenaire, le distillateur ambulant parcourt plusieurs dizaines de villages à la belle saison pour transformer le marc du fruit, fourni par le bouilleur de cru, en ce liquide de feu que l'on appelle eau de vie. Contrairement à l'idée communément répandue, le bouilleur de cru ne fabrique pas l'alcool. Depuis 1959, une loi interdit de se transmettre le permis de faire de l'alcool par l'héritage. Sa passion le prédestine aux régions viticoles. Le sud-ouest et l'ouest de la France, région de Cognac, mais aussi l'est, Alsace. Mais on le trouve aussi très présent en Normandie, Picardie et même dans le nord, région de production des pommes et du cidre qui donne la fameuse goutte. Viennent ensuite les eaux-de-vie de marc, tirées du marc de raisin, c'est-à-dire du reliquat de la vinification, spécialité de la Bourgogne et de la Franche-Comté. De l'alcool, pourquoi faire? Autrefois, dans nos campagnes, l'alcool avait de nombreuses utilisations. Nettoyer les plaies avec l'alcool qui sortait de l'alambic à 90 degrés, Soulager la douleur des caries avec du coton imbibé d'alcool à 45 degrés. frictionner les jambes douloureuses des bovins, Fabriquer le brûlot, de l'alcool flambé avec quelques sucres. Le sirop obtenu était bu pour calmer les douleurs pulmonaires. fabriquer des apéritifs avec des doses achetées à des colporteurs. C'est une pompe à vapeur, donc elle nous sert à alimenter la chaudière régulièrement en eau. Donc en prenant l'eau dans le refroidisseur, on envoie de l'eau déjà un peu déjà réchauffée dans la chaudière qui est à 3 à 4 kg de pression. L'anecdote, c'est quand mon grand-père a acheté l'alambic, ma grand-mère il y avait le château de Dulfé qui était à vendre à ce moment-là. Ma grand-mère voulait que le grand-père l'achète. Et lui a dit oui, il n'était pas contrariant lui. Donc il est parti à la forêt à Chalon, il a acheté l'alambic à la place du château. Il paraît que la grand-mère n'avait pas vraiment apprécié, mais enfin bon. Mais l'alambic, je pense que le choix était bon quand même, parce que le château a fait des frais depuis, parce que l'alambic en a rapporté quand même. D'accord.
c'est un fonctionnement très simple. Donc on alimente en eau dans le refroidisseur et la chaudière. Ensuite on fabrique de la vapeur avec le fioul, on fait de la vapeur dans la chaudière et on envoie dans le fonctionnement. Donc ce tuyau-ci nous amène la vapeur dans cette boîte à vapeur qui est un distributeur. Et après il suffit de suivre les robinets. Donc la vapeur part, chauffe le vase numéro 1 ici. Le numéro 1 qui était chargé il y a 1h30 chauffe le numéro 2 qui était chargé il y a une demi-heure. Et ainsi de suite, on passe dans le numéro 3 qui va couler. Le numéro 3 on l'a chargé il y a à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et il s'apprête à couler bientôt. L'eau de vie, après une fois fait son périple en vapeur dans la machine, arrive dans le rectificateur qui trie les bons et les mauvais alcools. Et ensuite, les bons vont dans le réfrigérant, qui les recondense et ils sortent ici en gouttes, en iole. Au retour, à la fin des hostilités d'Algérie, les gouvernants à l'époque ont décidé de laisser un privilège aux viticulteurs, aux jeunes viticulteurs qui exploitaient avant de partir faire leur service militaire en Algérie, ce qui était mon cas, et on bénéficie de cette faveur, entre guillemets, encore une fois. Et par contre, c'est nominatif et c'est pas transmissible, hein, même pour les autres viticulteurs. Hein. À votre mort, c'est fini. Vous perdez ce privilège. Les enfants voilà. ne l'obtiennent pas. Non, pas. Pour la petite histoire, j'ai un frère avec qui on a 2 ans d'écart, 4 ans, qui lui a fait son service militaire, mais n'a pas été en Algérie et n'a pas de privilège, tout en étant viticulteur. Nous en amène des fois, c'est pas préparé. Alors qu'est-ce que ça veut dire pas préparé? Moins broyé. Parce que quand ils ramassent les fruits, ramasser les fruits, il faut les ramasser liés à mur, les mettre dans un tonneau, les remuer tous les jours. Ah, il faut remuer ça tous les jours. Et le gars qui met ça dans un tonneau, qui laisse pourrir, ça fait de la merde. Ah, fait rien. D'accord. Alors il les ramasse, il les met dans un tonneau, mais il les laisse combien de temps? Ils les font fermenter. Ça fermente. Ça fermente. C'est une période de combien de temps? Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. D'accord. Donc quand ça commence à fermenter, il faut remuer tous les jours. S'ils veulent, il suffit un tout petit peu pour aider la fermentation. Pas trop parce que ça enlève le goût du fruit. 2 kilos, et après, une fois que c'est fini de fermenter, il rebouche le fût hermétiquement et ça ne bouge plus.
François, Oui, dans ce seau, qu'est-ce qu'il y a? bah, vous allez voir, des belles mirabelles. On les reconnaît bien. Hein. Ah oui. Elles sont belles, elles sont... Ah, elles sont magnifiques là. Là, on reconnaît vraiment le parfum de la mirabelle. En 1961, j'ai fait de la vigne. J'ai eu une déclaration de vin à mon nom. Et ce privilège, vous l'avez acquis depuis 59. Oui, depuis 59. Donc vous l'avez maintenant à vie. À vie, oui. Jusqu'en... Mais j'ai commencé de le faire en 1961, D'accord. parce que j'avais point de vigne à l'époque. Et est-ce que c'est accessible à des enfants ou... Maintenant? Oui. Ah non, c'est fini. Hein, on va... Vous avez, Ah ouais. vous allez épuiser le privilège et puis c'est Ah fini. oui, c'est fini. Que bon, bah, puis maintenant, j'ai plus de vignes. Alors je fais des fruits. Il y a des années que, bon, comme l'an passé, il n'y avait pas de fruits, ben, on n'a pas pu faire de privilèges. Mais bon, ben, j'en avais un fût d'avance de l'année d'avant, ben, je l'ai fait quand même. Alain, sortie d'alambic, la mise en tonneau. C'est ça. Ben, explique-moi un petit peu comment... Une fois que le tonneau est rentré à la cave, nous on le met en place. Et la règle d'or chez nous, c'est qu'on laisse ces alcools vieillir pendant 15 ans en fût, dans ce même fût, sans remplissage et sans fermeture. Ok. Voilà. Alors, il y a une évaporation naturelle qui se fait. Oui. Il n'y a jamais de compensation. Ce qu'on appelle la part des Oui. anges, c'est-à-dire en fait les alcools. La part des anges, La voilà. part des anges, c'est-à-dire les éthers éthyliques. Oui. Donc c'est D'accord. ce qui encombre l'organisme quand on boit des alcools de mauvaise qualité. Alors, au départ, ce sont des tonneaux, des pièces, la pièce bourguignonne, ça fait 228 litres. Il est évident qu'au bout de 15 ans, on a une déperdition du produit. Et en fait, on aura en finalité une perte de quelques litres. Et on arrivera à 220-230 bouteilles de 75 centilitres. Alors la différence entre marc de Bourgogne et fine de Bourgogne, c'est que le marc, c'est la distillation du restant de pressurage, donc la grappe, le raisin, bien sûr, écrasé. Et la fine, c'est la distillation des lies fines, donc nobles, ou la distillation des restants de mise en bouteille ou de filtration. Particulière, oui, c'est ce qu'on appelait les topettes à marc qu'on trouvait dans les bistrots de campagne, et notamment celles qui ont des anneaux comme ça ici. On voit un exemplaire, là, il est marqué marc ici. Et chaque anneau correspondait à une dose, un petit peu l'ancêtre de la boule à pastis, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'était la bouteille d'alcool. Oui, Ouais, puis, donc... sur ces bouteilles d'en haut, elles étaient utilisées pour, non pas des liquides, mais c'était aussi les produits de ce qui est devenu la pharmacie. Donc c'était les plantes, les macérations. Alors Jean, des travaux administratifs? Voilà, on s'occupe, quoi. On fait ça fait partie des charmes de la chose, quoi. Mais C'est pas tu que ça m'expliquais marche tout à l'heure que les gens n'avaient plus obligation d'aller en régie pour faire Mais ça. non, parce que maintenant, comme là, j'ai signé un agrément avec la régie, comme quoi j'ai le droit qu'ils me donnaient les registres pour faire les papiers. D'accord. Pour éviter aux gens de courir. Comme ils ont fermé toutes les petites régies des petites communes comme ça. Donc maintenant les gens seraient obligés d'aller à Mâcon, à Cluny, à Châlons. Donc ils ont simplifié un peu la chose en renvoyant le boulot. Mais bon, d'un autre côté, ça simplifie les gens aussi, quoi. On a le droit de distiller seulement 20 litres d'alcool par personne. Les contrôles sont fréquents. Ils étaient effectués par les indirects. Aujourd'hui, ce travail est confié à la douane. Si vous croisez un distillateur ambulant, regardez-le. Regardez-le bien car bientôt, ce métier aura disparu du paysage de nos campagnes.
musée de l'Alambic qui a été créé dans les années 1988-89. Il a pour thème les bouilleurs de cru. On découvre à travers ce musée l'aspect technique de cette profession en voie de disparition, mais aussi et surtout l'aspect folklorique, puisque c'est dans la lignée de toute la viticulture, et la viticulture qui était autrefois une activité très conviviale. Donc on découvre à travers ce musée toute cette convivialité, avec des alambics ambulants tels que celui qui est derrière moi, et bien évidemment une gamme d'alambics assez large qui s'étend même jusqu'à des alambics qui servaient à d'autres activités, comme par exemple la distillation de la lavande et des postes fixes comme ça existait autrefois dans certains villages. Au cœur de la vallée du Rhône, à Saint-Désirat, le musée de l'Alambic de la famille Gauthier relate le charme et l'histoire d'un passé disparu, celui des distillateurs ambulants.